J'ai lu un jour que les gens ne grandissent pas vraiment grâce aux conseils, mais grâce à la douleur qu'ils sont contraints d'endurer seuls. C'est peut-être pour cela que ce soir, assis seul dans une maison que j'ai remboursée, chaque instant de ma vie me semble un film saisissant qui défile. Les ombres et les lumières, les batailles gagnées et celles qui vont sans cesse comme une cicatrice non cicatrisée. Il y a 3 ans, je n'étais qu'un jeune homme aux prises avec d'innombrables refus d'appel, vivant de sandwichs au beurre de cacahuètes bon marché, accroché à un unique costume usé d'une friperie. Le canapé de mes parents me servait de lit. Mon seul rêve était de m'offrir mon propre logement, de prendre enfin mon destin en main dans ce pays. Qui aurait cru que travailler dur me coûterait des nuits blanches, d'innombrables refus et des larmes que personne n'a jamais vues. Mais je l'ai fait. Je me suis relevé, j'ai monté une entreprise de conseil à 6 chiffres, j'ai acheté une maison, j'ai investi dans l'immobilier. Je pensais qu'il était temps d'aimer, de construire un rêve américain normal. Puis je l'ai rencontrée, Nevada. Intelligente, sûre d'elle, indépendante. Un coup d'œil à cet événement de réseautage, et nous étions conquises. Café tard le soir, projet d'avenir partagé. 2 ans et demi plus tard, je l'ai demandé en mariage, persuadé d'avoir trouvé l'âme sœur. Mais vous savez quoi? Le bonheur n'est souvent que le calme, avant la tempête. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de confiance, de contrôle et de prise de conscience que l'amour a parfois un prix bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Les choix les plus difficiles que j'ai eu à faire ne m'ont pas seulement brisé le cœur, ils m'ont forcé à grandir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Avant de commencer, laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez la vidéo. Installez-vous confortablement et savourez l'histoire. Laissez-moi vous ramener en arrière, avant le chagrin, avant les ultimatums, avant que la maison ne devienne plus que des briques et des rêves. À cette époque, le succès n'était qu'une promesse lointaine et je vivais sur du temps emprunté. Imaginez, j'ai 24 ans, je suis allongé, éveillé, sur le vieux canapé grinçant de mes parents, dans un 2 pièces exigu, près de Chicago. Mon père ronflait dans le couloir, fatigué par les doubles journées à l'usine. Ma mère dormait la porte de la chambre entr'ouverte, au cas où j'aurais besoin de quelque chose au milieu de la nuit. Je leur ai dit que je ne serais là que quelques semaines, que l'entreprise de conseil pour laquelle je me démenais allait enfin décoller. Les semaines se sont transformées en mois. Sandwich au beurre de cacahuètes au dîner. Appel refusé toute la matinée. Ma petite sœur, Megan, faisait de son mieux pour me remonter le moral chaque soir, me rappelant « Tout le monde commence quelque part, rit ». Mais honnêtement, cet optimisme de débutant ne parvenait pas à masquer la peur. Je me souviens d'aller à des entretiens dans un costume léger, acheté dans une friperie, la doublure déchirée, les poches affaissées. Debout devant les tours de bureaux du centre-ville, je savais que si une seule personne me donnait ma chance, tout pourrait changer. Mais personne ne le faisait. Les emails de refus s'accumulaient. Parfois, je restais assis sous la pluie à la gare, à compter le nombre de candidatures que je pouvais envoyer en 1 heure, prêt à tout pour faire mes preuves face à un monde qui ne voulait pas croire en moi. Certains soirs, mes parents s'inquiétaient en silence dans la cuisine. Je les entendais débattre entre vendre la voiture ou utiliser leur retraite pour m'acheter un ordinateur portable qui ne soit pas d'occasion. Cette culpabilité me hantait, ils avaient travaillé dur et mes échecs les accablaient facilement. Je me suis promis de les rembourser. Je ne savais pas comment, mais je savais que je leur devais plus que des excuses. La percée n'a pas été soudaine. C'était un travail acharné, né de dizaines d'appels à froid qui se sont transformés en centaines, de rencontres de réseautage embarrassantes où je me sentais invisible. Mon premier client était une petite entreprise de paysagisme du West Side. Je me souviendrai toujours du propriétaire, Pete, un ancien marine coriace, sceptique envers les consultants. Il m'a fallu 2 mois pour le convaincre de me laisser concevoir un flyer marketing pour son entreprise. $400, payés en liquide. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec le sourire pour la première fois depuis des mois. La pluie ne me semblait plus aussi forte. En 1 an, j'avais progressé. De petites entreprises ont commencé à m'ouvrir. Garages automobiles, boulangerie familiale, salle de sport locale. Petit à petit, mes pièces de 5 cents sont devenues des dollars. Je travaillais 15 heures par jour, je sautais les vacances, je répondais parfois aux appels assis au sous-sol pour que mes parents ne se rendent pas compte à quel point ma confiance était fragile. Megan, toujours d'un grand soutien, imprimait en cachette les avis de clients satisfaits et les scotchait au mur de ma chambre. La preuve que quelqu'un croit en toi, murmurait-elle. À mesure que les chiffres augmentaient,
La pression augmentait aussi. Mon père me mettait en garde contre le burn-out, ma mère me suppliait de ne pas me laisser arnaquer par des bavards, Megan me prêtait l'argent de ses courses lorsqu'un client était en retard de paiement. Le stress s'estompait, mais autre chose aussi, la peur commençait à s'estomper. Pour la première fois, j'ai commencé à ressentir de la fierté. Lorsque j'ai enfin loué mon propre appartement, j'ai surpris ma famille en lui offrant un dîner dans un endroit que je pouvais appeler le mien, le bail signé avec des revenus que personne ne pouvait me retirer. On parle de réussite comme si tout se résumait à du champagne et à des bureaux luxueux. En réalité, c'était des prêts sur salaire, des nouilles ramen au petit déjeuner et la dure leçon de solitude que peut inspirer l'ambition. Quand mon cabinet de conseil a atteint un chiffre d'affaires à 6 chiffres, je n'ai pas organisé de fête. Assis sous les lumières vacillantes de la cuisine, j'ai appelé Pete, le paysagiste, et je lui ai dit que j'avais remboursé mes dettes. Il a ri et m'a dit « N'oublie pas d'où tu viens, mon garçon. » Je ne l'ai jamais fait. Mais grandir ne se résume pas à gagner de l'argent. C'est aussi apprendre à se connaître quand le monde essaie de nous briser. Il y a eu des trahisons amicales, des contrats douloureusement perdus, des semaines où l'espoir semblait mince comme du papier. Et à chaque fois, j'ai dû me reconstruire de fond en comble. Mon entreprise m'a apporté de la sécurité, mais m'a aussi préparé à de nouvelles épreuves auxquelles je ne m'attendais pas. Car la stabilité s'accompagne d'autres choses. Le désir de partager notre point de vue, de célébrer les victoires et d'adoucir les défaites. Je pensais être prête pour l'amour, prête à construire quelque chose de vrai avec quelqu'un d'autre. J'étais loin de me douter que le chapitre suivant allait me faire remettre en question tout ce que je croyais avoir appris sur la confiance, le don et le prix réel du partenariat. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Nevada. Vous savez, parfois, la vie vous surprend au moment où on s'y attend le moins. C'est ainsi que Nevada m'est apparu, comme un éclair dans l'obscurité, une décharge électrique qui m'a tiré de la routine. C'était lors d'un événement de réseautage bondé en centre-ville, entouré de costumes élégants, de talons hauts et de gens qui échangeaient leurs cartes de visite comme des bouées de sauvetage. Je venais de terminer un pitch client approximatif et j'étais à mi-chemin du bar pour prendre un soda, essayant d'avoir l'air plus confiante que je ne l'étais, quand j'ai entendu son rire. Il a traversé la pièce, chaleureux et spontané. Et pour la première fois depuis des lustres, j'ai eu envie d'être entendu par quelqu'un qui n'était pas un client comme les autres. Nevada était différente. Elle était ambitieuse, féroce, une véritable marketeuse motivée. Ses cheveux étaient coiffés en chignon décoiffé, ses lunettes glissaient sur son nez, son regard toujours à l'affût d'opportunités. J'admirais sa capacité à diriger une conversation tout en inclinant la tête, sincèrement intéressé par l'histoire d'autrui. À la fin de la soirée, j'avais son numéro griffonné sur mon carnet, et un sourire indélébile m'envahissait. On a avancé vite, peut-être trop vite. J'étais sous le charme. Les premiers rendez-vous se sont transformés en week-end partagés. On passait nos dimanches matins tranquilles à préparer des pancakes dans mon appartement. Elle a critiqué ma playlist, moi à la taquiner sur son obsession pour les listes et les calendriers à code couleur. Elle m'a présenté à ses amis lors d'une soirée sur un toit avec vue sur la ville. Michelle, sa petite sœur, m'a dit « C'est bon de voir enfin le Nevada avec quelqu'un qui partage sa passion. » Le compliment a fait mouche, mais avec le recul, c'était aussi un avertissement. Au début, nos différences étaient stimulantes. Elle trouvait ma prudence attachante, je trouvais son audace revigorante. Nous faisions des projets, voyages dans le Colorado, projets de rénovation, idées folles pour concilier vie professionnelle et vie privée. Nevada admirait mon indépendance, mon passage du canapé au bureau. Je pensais qu'elle comprenait ce qu'il fallait pour construire quelque chose à partir de rien. Mais parfois, les choses qui rapprochent les gens finissent par les éloigner. Ça a commencé petit, mais en Amérique, même les plus petites failles peuvent se transformer en canyons. Parfois, j'avais le vertige après une soirée Nevada, commandant des cocktails hors de prix pour tout le monde, faisant de grands projets, mais s'attendant à ce que je paie l'addition. Elle riait. On sait toutes les deux que tu es doué pour ça. Mais quelque chose me piquait. Michel m'a confié un jour après le dîner de Thanksgiving. Nevada a toujours été un peu autoritaire. Ne te laisse pas écraser, d'accord? J'ai haussé les épaules, mettant ça sur le compte des disputes entre frères et sœurs. Au fil du temps, nos conversations sont devenues des tests. Comment allions-nous gérer l'argent? Qui garderions-nous? Que se passerait-il si son travail prenait le dessus sur le mien? Je ne pouvais m'empêcher d'avoir le sentiment d'être évalué à l'aune d'un registre invisible. Pourtant, je voulais que ça marche.
Je voulais de l'amour, un partenariat, pas seulement quelqu'un à mes côtés, mais quelqu'un qui soit vraiment avec moi. Mes parents adoraient son enthousiasme, mais ma mère m'a murmuré, tard un soir, « Ryan, fais en sorte que ses rêves laissent place aux tiens. » J'ai balayé cette mise en garde, croyant en notre vision commune. Après tout, n'était-ce pas ainsi que fonctionnait l'amour? Naviguer dans le tourbillon délicat de deux personnalités fortes? Notre demande en mariage était tout droit sortie d'un film Hallmark. La neige qui tombe, les lumières de la ville, des promesses sous les étoiles. L'espace d'un instant, j'ai cru au destin. Nevada a dit oui avant même que j'ai fini de la demander. Ses bras autour de moi étaient comme de l'espoir. Mais même dans nos moments les plus heureux, je sentais parfois une tempête se préparer à l'horizon. Les débats sur le partage des factures se transformaient en débats sur le partage des rêves. Nevada n'aimait pas entendre « non ». Ses parents, eux aussi, ont commencé à manifester leurs attentes, subtiles, mais grandissantes. Il y avait une pression tacite pour faire mes preuves, pour offrir plus que de l'amour. Ces 12 disputes ont ouvert la voie à quelque chose de plus difficile. La femme que j'aimais, la vie dont nous rêvions, m'apprendrait bientôt la différence entre compromis et capitulation. Vous voyez, en poursuivant l'amour, vous perdez parfois de vue le prix à payer, pas seulement en dollars, mais aussi en morceaux de vous-même. Au début, les fissures étaient à peine perceptibles, comme de minuscules fractures dans un miroir autrefois parfait. Mais avec le temps, elles se sont étendues, déformant le reflet de la vie que nous pensions construire. Tout a commencé avec les comptes du mariage, une idée assez innocente au départ, un compte joint pour les dépenses, un moyen de s'organiser. J'ai investi généreusement 25 000 $, Nevada a ajouté 8 000 $ de ses économies. Cela semblait intelligent et pratique. Mais ensuite, le modèle est apparu. Des frais qui ne correspondaient pas. Une boutique dont je n'avais jamais entendu parler. Des visites chez le coiffeur qui semblaient excessives. Et un week-end spa de luxe pour Nevada et ses amis, tout ça pour notre mariage. Je me souviens d'être assise en face d'elle au dîner, la confusion me serrant la poitrine quand j'ai réalisé. Tu comptes tout ton enterrement de vie de jeune fille sur notre compte mariage. Elle a souri en me tapotant la main comme si j'étais la seule à être raisonnable. Mais ça fait partie du mariage, non? J'ai alors senti quelque chose se fissurer en moi, la trahison, l'incrédulité. Ce n'était pas la femme dont j'étais tombé amoureux. Mais j'ai laissé passer, refoulant mon malaise, car je me disais, c'est le stress du mariage. Ça passera. Mais ce ne fut pas le cas. Les frais d'hôtel ont suivi, des milliers de dollars dépensés pour les chambres de sa famille pendant notre week-end de mariage. Je lui ai rappelé notre accord, chaque famille paie ses propres frais. Sa réponse? Ma famille n'en a pas les moyens, et c'est notre grand jour. Voir ses frais vider mon compte alors qu'elle refusait d'ajouter un centime de plus m'a donné l'impression de financer des vacances déguisées en mariage. Un soir, je me suis confié à mon meilleur ami, Sébastien, avocat et conseiller juridique depuis la fac. Sa voix était ferme à l'autre bout du fil. « Ryan, ce n'est pas seulement une dépense excessive, c'est de la manipulation. Elle se sert de ta générosité comme d'une arme, et tu te fais avoir. » J'avais envie de crier sur le Nevada, mais je me suis retenu. Au lieu de cela, j'ai commencé à tout documenter. Les textos, les frais, les promesses creuses. J'ai contacté mon conseiller financier et mon comptable, qui m'ont tous deux exhorté à me protéger. « Ne laisse pas ton cœur te prendre par la tête », m'ont-ils dit. Elle compte déjà ton argent. Le sentiment de me noyer dans ma propre vie s'alourdissait. Chaque « je t'aime » me semblait une transaction, chaque dispute d'argent un jeu de pouvoir. Les attentes de Nevada évoluaient plus vite que je ne pouvais les suivre. De simples désaccords se transformaient en confrontations glaciales, son sourire se transformant en un regard calculateur lorsque je remettais en question ses dépenses. Ma sœur m'a appelé un jour, la voix tremblante. « Ryan, il faut que tu comprennes. Elle te contrôle avec de l'argent. Ne la laisse pas réécrire ton histoire. » Je voulais croire que c'était juste le stress de l'organisation d'un mariage. Mais au fond, je savais que c'était plus grave. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de contrôle. Et puis vint le véritable test. Nevada a exigé que je donne ma propriété locative, la maison de Maple Street, à ses parents en cadeau de mariage. D'une valeur de près de 300 000 $, elle génère des revenus locatifs stables. Il mérite la stabilité, a-t-elle dit. Il s'agit simplement de transmettre ce bien à la famille. Devant mon refus, le masque est tombé. Cette femme douce et attentionnée est devenue froide,
menaçant d'annuler le mariage si je n'obtempérais pas. À ce moment-là, j'ai compris que l'amour ne suffisait pas, surtout quand il s'accompagnait d'ultimatums qui semblaient enchaîner ma liberté. Mon cœur s'est brisé, mais ma détermination s'est renforcée. S'en est suivie une tempête d'émotions, déception, peur, colère et une terrifiante lucidité sur la véritable nature du Nevada. La femme avec qui je pensais passer ma vie comptait mes maisons comme des jetons sur une table. J'avais le choix, céder et me perdre, ou partir et me battre pour garder ce que j'avais construit. Et ce choix allait tout changer. Le jour où le Nevada a posé l'ultimatum est resté gravé à jamais dans ma mémoire. Je me souviens d'être assise à ma table de cuisine, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le fouillis de mes préparatifs de mariage. Classeur, feuilles de calcul, échantillons de fleurs. Pendant des mois, j'avais essayé de tout maintenir, en équilibrant l'espoir et les doutes grandissants. Mais ce dimanche-là, c'était différent. Quand elle l'a dit, tout a volé en éclats. « Ryan, dit-elle d'une voix calme et légèrement acerbe, je veux que tu cèdes la maison de Maple Street à mes parents. C'est la seule façon pour nos familles de s'unir véritablement. » J'ai cligné des yeux. La pièce semblait figée. Mon bien locatif, celui dans lequel j'avais investi sueur, larmes et chaque dollar durement gagné, se retrouvait soudain au cœur de cette exigence impossible. « Tu veux que je leur donne ma maison ?» demandai-je en essayant de garder une voix calme. Elle hocha la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Ce n'est pas un cadeau, c'est un geste, un symbole d'engagement. Mes parents ont besoin de stabilité, et ce serait la meilleure façon de les aider. » Mon cœur battait la chamade en repensant à tous les sacrifices que j'avais faits, pas seulement pour cette maison, mais pour tout ce que j'avais construit. Mais il ne s'agissait pas seulement de propriété. J'avais l'impression que ma vie entière était mise en balance avec une attente injuste. J'ai travaillé des années pour posséder cette propriété, ai-je dit fermement. Elle génère des revenus locatifs, un argent sur lequel je compte. Vous me demandez de la céder sans rien recevoir en retour, ni même discuter de la contribution de votre famille. Elle a souri, ce même sourire narquois, comme si je n'avais pas compris la situation dans son ensemble. Le mariage est une question de partenariat, parfois de famille. Tu ne veux pas être un bon mari? Mais tout ce que j'entendais, c'était de l'influence. De l'amour utilisé comme arme pour me contrôler. J'avais envie de crier, c'est du chantage, pas de l'amour. C'est alors que j'ai vu la transformation. La femme que je croyais connaître s'est transformée sous mes yeux. Sa chaleur s'est transformée en sentiment de droit. Les doux encouragements se sont transformés en pression. Si tu ne leur donnes pas la maison, le mariage est annulé, dit-elle à voix basse. Pas de compromis. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel combat, plus fort que n'importe quel rejet. Cette décision m'a semblé être un tournant. Allais-je abandonner tout ce que j'avais construit par amour, ou me protéger et la perdre à jamais? Mes parents, toujours mes piliers, m'ont appelé tard ce soir-là. La voix de mon père était rauque mais claire. Tu ne te laisses pas forcer par la force à sacrifier ton avenir, mon fils. Tu vaux mieux que ça. Maman était plus calme, mais chaque mot était empreint d'inquiétude et de fierté. J'ai aussi parlé à Megan, dont la franchise perçante a dissipé mon trouble. Ryan, l'amour n'est pas censé te priver de sécurité. Ne la laisse pas te faire oublier qui tu es. La pression du Nevada n'a fait que s'intensifier. Un soir, en rentrant, je l'ai trouvé avec ses parents dans la location, en train de mesurer les pièces, de prendre des photos comme s'ils en étaient déjà propriétaires. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Envahir ma vie privée, planifier ma vie sans moi, c'était une trahison déguisée en espoir. Mon ami avocat, Sébastien, m'a aidé à voir les séquelles juridiques que j'allais subir si je ne me protégeais pas. Tu ne te bats pas seulement pour cette maison, m'a-t-il averti. Tu te bats pour ton avenir, pour ta dignité. J'ai compris que l'amour était devenu un levier, un pari cruel où un seul joueur pouvait gagner. Le désespoir, la manipulation, c'étaient des signes que je ne pouvais ignorer. Et donc, le cœur lourd mais l'esprit clair, j'ai fait mon choix. Je ne céderai pas. Je m'en irai. Ce qui suivit fut un silence rempli de tension, un calme avant une tempête de conséquences. Parce que parfois, se sauver signifie perdre tout le reste. Le plus dur n'est pas de dire non, mais de partir quand tout autour de soi vous supplie de rester. Mettre fin à ce qui aurait dû être un engagement à vie m'a bouleversé comme une tempête. J'avais l'impression de perdre non seulement ma fiancée, mais aussi mon avenir, mes rêves, et d'une manière douloureuse, une partie de moi-même.
Je me souviens du lourd silence qui a suivi ce dernier appel téléphonique, lorsque j'ai annoncé à Nevada que le mariage était annulé. Son souffle, choqué, résonnait au bout du fil, me rappelant brutalement combien de temps j'avais résisté malgré les signes avant-coureurs. Dans son silence, j'ai perçu les espaces vides où l'amour vivait autrefois, la dure vérité. Parfois, ce que nous prenons pour de l'amour n'est qu'une illusion fondée sur le contrôle et l'affection conditionnelle. Pendant des jours, mon esprit a ressassé des souvenirs, des rires partagés autour de crêpes, des projets chuchotés dans des moments de calme, des espoirs que nous avions tissés si étroitement ensemble. La trahison était profonde, mais sous la douleur se cachait une lucidité grandissante. Je méritais le respect, l'honnêteté, un partenaire, pas l'otage d'exigences et d'ultimatums. Mes parents sont devenus mon roc. La voix posée de papa me rappelait, « Mon fils, parfois, le plus courageux est de fuir ce qui te brise. » Les câlins chaleureux de maman étaient comme des ancres dans la mer agitée d'émotions qui tourbillonnaient en moi. Megan m'envoyait des textos pleins d'amour et d'encouragement. « Tu te choisis, et c'est l'acte d'amour le plus fort qui soit. » Ces mots étaient un baume pour mon âme, renforçant ce que je refusais d'admettre. L'amour ne suffit pas s'il coûte la paix. Mais le prix à payer était réel et élevé. Annuler le mariage signifiait perdre des acomptes, décevoir des amis et subir les questions récurrentes du « pourquoi ?» à chaque instant. Des amis communs ont pris parti. Certains compatissaient, d'autres murmuraient dans leur dos, me dépeignant comme le méchant ou l'idiot. La famille de Nevada ne restait pas silencieuse non plus. Leurs appels téléphoniques étaient secs et accusateurs. La voix de sa mère se brisait tandis qu'elle implorait ma compréhension, m'accusant de cruauté. Son père me mettait en garde contre des regrets, des conséquences que je ne voulais pas imaginer. Chaque appel rouvrait des blessures encore ouvertes. Et puis il y a eu les publications sur les réseaux sociaux, des messages vagues et blessants, laissant entrevoir une trahison et des promesses non tenues. La lettre de mise en demeure de Sébastien était nécessaire, quoique douloureuse. Défendre ma vérité impliquait de rester ferme face aux doutes et à la surveillance du public. Pourtant, malgré ce chaos, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. J'ai changé les serrures de mes propriétés et renforcé la sécurité de mes finances. J'ai repris le contrôle, non seulement de mes biens, mais aussi de ma vie. Les nuits solitaires étaient remplies de réflexions. Je remettais tout en question, mais j'apprenais aussi. J'apprenais que l'amour déséquilibré par le respect et l'égalité s'effondre, que l'estime de soi doit primer sur le sacrifice. Et peu à peu, les morceaux brisés ont commencé à former une nouvelle forme, une version plus forte et plus sage de moi-même. Quelqu'un qui comprend qu'il est normal de protéger ce que l'on a construit, de dire non sans regret et d'avancer, même lorsque le chemin est solitaire. Parce que parfois, se libérer ne signifie pas perdre l'amour, mais faire de la place pour se retrouver. Transition vers le numéro 6, épilogue, leçons apprises et un nouveau départ, 5. Se libérer, le coût et le courage de s'éloigner. Le plus dur n'est pas de dire non, mais de partir quand tout autour de soi vous supplie de rester. Mettre fin à ce qui aurait dû être un engagement à vie m'a bouleversé comme une tempête. J'avais l'impression de perdre non seulement ma fiancée, mais aussi mon avenir, mes rêves, et d'une manière douloureuse, une partie de moi-même. Je me souviens du lourd silence qui a suivi ce dernier appel téléphonique, lorsque j'ai annoncé à Nevada que le mariage était annulé. Son souffle, choqué, résonnait au bout du fil, me rappelant brutalement combien de temps j'avais résisté malgré les signes avant-coureurs. Dans son silence, j'ai perçu les espaces vides où l'amour vivait autrefois, la dure vérité. Parfois, ce que nous prenons pour de l'amour n'est qu'une illusion fondée sur le contrôle et l'affection conditionnelle. Pendant des jours, mon esprit a ressassé des souvenirs, des rires partagés autour de crêpes, des projets chuchotés dans des moments de calme, des espoirs que nous avions tissés si étroitement ensemble. La trahison était profonde. Mais sous la douleur se cachait une lucidité grandissante, je méritais le respect, l'honnêteté, un partenaire, pas l'otage d'exigences et d'ultimatums. Mes parents sont devenus mon roc. La voix posée de papa me rappelait. Mon fils, parfois, le plus courageux est de fuir ce qui te brise. Les câlins chaleureux de maman étaient comme des ancres dans la mer agitée d'émotions qui tourbillonnaient en moi. Megan m'envoyait des textos pleins d'amour et d'encouragement. Tu te choisis, et c'est l'acte d'amour le plus fort qui soit. Ces mots étaient un baume pour mon âme, renforçant ce que je refusais d'admettre. L'amour ne suffit pas s'il coûte la paix. Mais le prix à payer était réel et élevé.
Annuler le mariage signifiait perdre des acomptes, décevoir des amis et subir les questions récurrentes du « pourquoi ?» à chaque instant. Des amis communs ont pris parti. Certains compatissaient, d'autres murmuraient dans leur dos, me dépeignant comme le méchant ou l'idiot. La famille de Nevada ne restait pas silencieuse non plus. Leurs appels téléphoniques étaient secs et accusateurs. La voix de sa mère se brisait tandis qu'elle implorait ma compréhension, m'accusant de cruauté. Son père me mettait en garde contre des regrets, des conséquences que je ne voulais pas imaginer. Chaque appel rouvrait des blessures encore ouvertes. Et puis il y a eu les publications sur les réseaux sociaux. Des messages vagues et blessants, laissant entrevoir une trahison et des promesses non tenues. La lettre de mise en demeure de Sébastien était nécessaire, quoique douloureuse. Défendre ma vérité impliquait de rester ferme face aux doutes et à la surveillance du public. Pourtant, malgré ce chaos, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. J'ai changé les serrures de mes propriétés et renforcé la sécurité de mes finances. J'ai repris le contrôle, non seulement de mes biens, mais aussi de ma vie. Les nuits solitaires étaient remplies de réflexions. Je remettais tout en question, mais j'apprenais aussi. J'apprenais que l'amour déséquilibré par le respect et l'égalité s'effondre, que l'estime de soi doit primer sur le sacrifice. Et peu à peu, les morceaux brisés ont commencé à former une nouvelle forme, une version plus forte et plus sage de moi-même. Quelqu'un qui comprend qu'il est normal de protéger ce que l'on a construit, de dire non sans regret et d'avancer, même lorsque le chemin est solitaire. Parce que parfois, se libérer ne signifie pas perdre l'amour, mais faire de la place pour se retrouver. La poussière retomba enfin, et dans le silence qui suivit, je me retrouvai en terrain inconnu, seul, mais pas perdu. Le poids de ce que j'avais enduré, les trahisons, les promesses non tenues, les projets brisés avaient profondément marqué mon cœur. Mais chaque cicatrice apportait une leçon, gravée à jamais dans la personne que je devenais. J'ai compris que l'amour, aussi passionné soit-il, n'est jamais suffisant s'il exige l'abandon de son âme, de ses rêves, de son amour-propre. Nevada avait souhaité une version de moi façonnée par ses attentes, façonnée par les désirs de sa famille et liée par des ultimatums déguisés en amour. Mais un véritable partenariat, celui que je recherchais, exige équilibre, confiance et respect mutuel. Mes parents ont été ma boussole à travers cette tempête, me rappelant ma valeur au-delà des dollars et des locations. La douce sagesse de ma mère m'a toujours accompagné. Ryan, tu as construit plus que des maisons. Tu as forgé ton caractère. Megan, toujours la voix de la vérité, m'a permis de garder les pieds sur terre quand le monde semblait déterminé à me faire dévier de ma trajectoire. Tu n'as pas perdu l'amour. Tu t'es retrouvé. Les amis qui m'ont soutenu sont devenus ma famille, me montrant le pouvoir des liens authentiques, sans condition. Nous avons ri malgré la douleur, partagé des conversations nocturnes sur des rêves encore à réaliser. Les affaires ont recommencé à prospérer, mais cette fois à mes conditions. J'ai investi non seulement dans l'immobilier, mais aussi dans mon bien-être futur. J'ai appris à fixer des limites, non seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même, en privilégiant l'estime de soi plutôt que la validation extérieure. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, lentement et prudemment, consciente désormais que le véritable amour ne s'accompagne ni de conditions ni de dettes. Il se développe dans l'égalité et le respect, et non dans le contrôle et la coercition. Et même si le souvenir du Nevada persiste, il ne me retient plus prisonnier. Au contraire, il attise un feu intérieur, une volonté de protéger non seulement ce que j'ai construit, mais aussi qui je suis. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez, mais à votre courage de rester ferme quand cela compte le plus. La vie vous mettra à l'épreuve. Elle vous brisera. Mais de ces fissures, un vous plus fort et plus sage pourra émerger. Merci de votre écoute. Si vous avez déjà vécu un moment où l'amour était trop exigeant, ou si vous avez dû choisir entre vous-même et l'amour d'autrui, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. D'où regardez-vous? J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Ce n'est pas seulement ma fin, c'est un nouveau départ pour nous tous qui apprenons à aimer sans nous perdre. Si vous avez trouvé cette histoire touchante, j'apprécierais beaucoup que vous la partagiez avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies et sincères comme celle-ci. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vos commentaires nous sont précieux et nous aident à améliorer cette chaîne. Merci beaucoup d'être là et de soutenir cette aventure.